je suis Lydie, je suis la grand-tante de Jules, c'est-à-dire que la maman de Jules, c'est ma nièce. Voilà. Alors, oui, bon, maintenant on est rassurés parce que Jules a passé le cap le plus difficile, mais lorsqu'on a appris qu'il était à l'hôpital, on était très, très angoissés et on a appris aussi le nom de la maladie qu'il avait contractée, donc la mononucléose infectieuse, qui touche les jeunes, surtout, mais bon, qui peut toucher n'importe qui. Mais on se demandait qu'est-ce que c'était cette maladie, et notamment le virus EBV. Hein. Et ben, comme tout le monde, on a cherché sur Internet, tout ça, et puis nous on faisait confiance aux médecins qui l'entouraient, parce qu'à Necker, il a fait plusieurs étapes. Il est allé à Chartres, à Trousseau, puis à Necker. Et puis, ben, à chaque coup, on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et qu'est-ce que c'est que ce virus qu'il a attrapé? Et c'est vrai que pour nous, c'était une grande inquiétude, mais on ne pouvait que se fier à la grande implication des médecins. C'est l'ami avec qui j'ai le plus d'écart d'âge, et franchement, c'est pas quelque chose qui se ressent du tout. Et voilà, c'est un ami de vacances, mais aussi un ami sur qui je sais que je peux compter à peu près tout le temps. Et quand j'ai appris donc que Jules était malade, ça faisait déjà un moment qu'il était malade, parce que comme on est amis de vacances, on se parle pas forcément tous les jours. Et donc à l'époque, je pense que la première chose, ça a vraiment été un choc en fait, d'apprendre ça comme ça, par un message, et de me dire Jules est malade. Surtout que je pense pas avoir tout de suite saisi l'ampleur de sa maladie, même si après il me l'a expliqué. Et puis moi, au fond de moi, ce qui m'a le plus surprise, touchée, peut-être fait de la peine aussi, enfin oui, évidemment que ça m'a fait de la peine, c'est le fait que j'avais aussi une amie qui était malade d'un cancer des os. Donc j'ai eu cette impression de fatalité, de me dire mais c'est pas possible, tous ces gens dans mon entourage si jeunes qui sont touchés par des maladies si graves finalement. Quand j'ai appris sa maladie, j'ai été pas mal prise au dépourvu. Je l'ai appris un été où il était pas là, donc il était pas à l'école de voile, et j'avoue que déjà j'étais surprise de pas le voir, parce que c'est un peu une habitude, on se voit tous les ans l'été à cet endroit-là, donc je trouvais ça un peu étrange. Et oui, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit malade, et ça a été un vrai choc. Et puis surtout beaucoup d'inquiétude. Pourquoi? Parce que les personnes de son entourage qui étaient présents nous disent des choses qui nous inquiètent. On entend des bruits à droite à gauche, on sait pas vraiment ce qui se passe. Et donc le fait de pas savoir exactement ce qui lui arrivait, mais de savoir qu'en tout cas sa vie était en danger, ça m'a fait assez peur pour lui. Donc j'ai vite cherché à le contacter. Je l'ai contacté par téléphone, et puis à partir de là on a gardé des nouvelles par SMS pour savoir comment il allait, comment son traitement se passait à l'hôpital, et puis savoir surtout s'il gardait le moral, s'il n'était pas trop fatigué, s'il s'ennuyait pas trop, parce que être à l'isolement tout le temps à l'hôpital, faut avoir le moral. Jusqu'à ce que donc ils m'apprennent que son traitement, les médecins avaient trouvé ce qu'il avait, que surtout son nouveau traitement, ça fonctionnait, et qu'il allait pouvoir avoir une greffe de moelle osseuse qui lui permettrait normalement d'aller mieux. Donc ça, c'était vraiment la bonne nouvelle, et donc le soulagement, forcément, pour lui, forcément, et puis pour l'entourage. Donc j'avoue que j'ai attendu avec impatience de savoir quand aurait lieu l'opération, et puis j'ai été vraiment très très heureuse de savoir que cette greffe avait marché. Je voulais savoir pourquoi tu as été absent l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, je t'avais pas raconté. En fait, j'ai dû avoir une greffe de moelle osseuse. C'est quoi? Ah bon, tu sais pas ce que c'est?
Non. Don de moelle osseuse, quelle maladie peut-on soigner? Alors, avec les dons de moelle osseuse, on peut soigner les lymphomes, les leucémies, toutes les maladies où il y a une aplasie médulaire. Quelles sont les conditions nécessaires pour être donneur? Alors, pour être donneur de moelle osseuse, déjà, il faut être en bonne santé. Et depuis cette année, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Sachant que les personnes qui ont plus de 35 ans, mais qui sont déjà inscrits sur la liste des donneurs, peuvent continuer à le faire. Et comment se passe le prélèvement de moelle osseuse? Alors, il y a deux méthodes pour donner sa moelle osseuse. La première méthode, qui représente 75% des cas, consiste en une prise de sang, comme un don du sang. Le donneur a juste à pratiquer 3-4 jours avant le don de moelle une injection qui lui permet de faire sortir les cellules souches dans la circulation sanguine. Et la deuxième méthode est par ponction, donc au niveau des os du bassin et du sternum, là où se trouve le maximum de cellules souches. Donc pour cela, le donneur va être hospitalisé 3-4 jours. Ensuite, il va passer au bloc opératoire sous anesthésie générale. Et au réveil, il peut ressentir quelques douleurs qui ne sont pas très importantes. Et pour le soulager, on leur donne des antalgiques. Peut-on donner plusieurs fois sa moelle osseuse? Alors oui et non. On peut donner plusieurs fois sa moelle osseuse, mais au même patient. Donc une fois le premier don, si cela ne suffit pas, on peut effectivement demander à ce qu'on appelle un boost. Combien de patients sont en attente de greffe de moelle osseuse actuellement en France? Alors en France, il y a 2000 personnes en attente de greffe de moelle osseuse et on a 320 000 personnes qui sont recensées sur le registre. Par contre, il y a une particularité, c'est que pour la compatibilité entre un donneur et un receveur, c'est une chance sur 1 million. Donc l'important, c'est d'être beaucoup de donneurs recensés sur ce registre. Voilà. Par exemple, en Allemagne, il y a 4 millions de personnes qui sont recensées. La greffe, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de difficile, qui donne beaucoup d'espoir, des guérisons, malheureusement des maladies quelquefois cruelles et qu'il faut absolument greffer pour espérer une guérison. Et puis aussi, malheureusement, quelquefois des difficultés, parce que la greffe c'est difficile et c'est dangereux, et la greffe en elle-même peut quelquefois mal se passer. Pourquoi j'ai choisi ce service? Donc, moi je l'ai choisi, donc j'ai travaillé en hématologie adulte, où on faisait également des greffes de moelle osseuse, et j'ai décidé de me rapprocher de la pédiatrie pour travailler avec les enfants, les ados. Et notamment parce que la spécialité de l'hématologie est quelque chose de très varié. On accueille des enfants qui ont des maladies certes très graves avec des parcours de soins qui sont super longs, et donc j'aime énormément les accompagner dans les moments de joie, mais aussi dans les moments difficiles qu'ils peuvent rencontrer. Et puis aussi pour l'aspect technique de mon métier, puisqu'il y a énormément de soins voilà, auprès de ces enfants, les accompagner et accompagner leur famille dans le soin. La première étape, c'est d'évaluer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la greffe de moelle? Parce que la greffe de moelle, c'est quand même difficile et il faut vraiment peser l'indication. La deuxième étape, c'est de trouver un donneur. Alors, le donneur, d'abord, on cherche dans la famille. Est-ce qu'un frère ou une sœur a des groupes sanguins parfaitement compatibles avec celui qui doit recevoir la greffe? Alors, quand on dit groupe sanguin, ce n'est pas uniquement les groupes ABO qu'on connaît sur les rouge, c'est des groupes un peu plus complexes qui concernent les globules blancs et qui s'appellent les groupes HLA. Donc on cherche s'il y a un donneur HLA identique dans la famille. Si on trouve, c'est l'idéal, parce que ce sont les greffes qui donnent les meilleures chances de succès. Si on ne trouve pas, eh bien, on va interroger sur un ordinateur une liste de plusieurs millions de personnes à travers le monde qui ont accepté, un jour, s'il le faut, de donner leur moelle. Parce que cette personne, au bout du monde, ou en France, ou en Europe, ou quelquefois très loin, en Australie, en Amérique, a, par le hasard, exactement les mêmes groupes HLA. Et donc, on pourra demander à cette personne de donner sa moelle, c'est-à-dire il sera endormi, il aura, sous anesthésie générale, un prélèvement de sa moelle osseuse. La moelle osseuse se trouve dans l'os, et on pique, sous anesthésie, on pique dans l'os pour essayer d'aspirer un petit peu de moelle, et qui permettra de faire la greffe pour le patient. Comment je fais pour garder le moral? Eh bien, des fois c'est plus difficile, on a des moments qui sont très très durs, avec des accompagnements plus compliqués que d'autres.
Mais après, quand on voit les enfants et les adolescents du coup dans le lit d'hôpital, on se dit qu'on n'a pas le choix que de les accompagner au mieux. Et puis il faut dire qu'ils nous apportent énormément de choses, donc on essaye de leur rendre comme on peut. Si j'avais pas le moral, est-ce que ça serait utile pour les patients? Est-ce qu'un patient qui me verrait rentrer dans sa chambre consterné, catastrophé, en larmes, avec les yeux rougis, est-ce que ça serait utile pour lui? Ben non. Non, le patient, il n'attend pas que je sois dévasté, déprimé, découragé. Alors ça ne veut pas dire que je suis insensible à la souffrance. Mais il faut pas, je pense qu'il ne faut pas retourner les rôles. Celui qui souffre, c'est le patient. C'est lui qui peut ne pas avoir le moral. Et c'est lui qu'on doit aider, c'est pas le médecin. Alors madame, Jules a-t-il réussi à s'intégrer à la classe et à s'adapter à son niveau? Alors, je pense qu'au début de l'année, Jules a dû se demander un petit peu dans quelle classe d'extraterrestre il était tombé. Parce que tous les gens qui parlaient semblaient être bilingues. Mais pour autant, il n'a pas baissé les bras, il s'est laissé au contraire vraiment porter par cette classe, dans le bon sens du terme. Il a essayé de progresser à son niveau. Et même si c'est que l'anglais n'est pas son point fort, il garde toujours le sourire, ça c'est vraiment très agréable. Et il s'investit dans toutes les disciplines. D'une part pour avoir son bac et aussi parce qu'il veut travailler dans le milieu de la santé. Et je pense que ça lui ira vraiment très bien. Moi, Jules, je le connais depuis la seconde. Donc au début, quand je suis arrivé, lui, il avait déjà redoublé une fois en fait. Donc il m'a bien guidé dans le lycée, etc. On était en SVT à côté. Et puis il y a un moment, il est parti, il s'est absenté pendant 2-3 semaines, un mois. Puis j'ai commencé à m'intéresser en fait à un plasmodial parce qu'il ne venait pas. Et c'est là que j'ai appris que du coup, il était à l'hôpital et il avait des graves problèmes de santé. Et donc c'est vrai que ça fait bizarre hein, parce qu'on n'a pas l'habitude que des élèves, enfin des jeunes soient à l'hôpital pour des maladies aussi graves. Donc ça fait vraiment réfléchir. Et puis première, je n'ai plus trop pensé à lui hein, parce que je le voyais plus. Et quand il est revenu en terminale, ça s'est super bien passé. Il s'est bien réintégré. Il suit vraiment bien le groupe. Il a un bon niveau. Il a vraiment un bon niveau pour quelqu'un qui s'est absenté aussi longtemps. Et puis voilà, il est avenant avec les gens, il pose des questions. Vraiment, moi je trouve qu'il a fait un bon retour après l'hôpital et je suis vraiment très fier en fait de lui. Donc moi je m'appelle Pierrot Guillaume, je suis le délégué, un des délégués de la classe de Jules et je trouve vraiment qu'il s'est bien intégré en fait dans la classe en arrivant. Voilà, j'ai suivi au conseil de classe un peu, c'était intéressant de voir que les profs étaient conscients de sa situation et qu'ils avaient vraiment connaissance et qu'ils savaient que ça avait beaucoup impacté sa scolarité. Et je trouve que malgré ça, il s'est quand même bien intégré, que voilà, aujourd'hui, il respire la joie de vivre et ça fait plaisir. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un beau modèle de courage et je trouve ça super. Ah, j'en peux plus. Je mange ça. Mais Jules, je me demandais, comment tu faisais pour suivre les cours à l'hôpital et puis chez toi après? En fait, à l'hôpital, il y avait des profs qui venaient dans ma chambre, mais c'était des cours que de 30 minutes maximum et que quand ça allait bien. Et quand je suis retourné chez moi, il y avait des profs de marceau qui venaient à domicile. Et du coup, tu faisais comment avec tes amis pour garder le lien? En fait, par les réseaux sociaux, parce que quand j'étais à l'hôpital et quand je suis revenu chez moi, je pouvais pas trop recevoir de visites pour pas que j'attrape un truc en fait. Comment tu faisais pour t'occuper autrement? Tu pouvais pas sortir à l'extérieur? Pas vraiment. Au début, quand je suis arrivé à l'hôpital le 5 avril, je pouvais sortir, mais comme j'avais pas le moral, j'avais pas envie de sortir. Et comme ils ont attaqué tout de suite les chimios, mon immunité, elle a été, j'avais plus d'immunité. Du coup, ils ont été obligés de me mettre en chambre stérile. En fait, à Necker, il y a deux types de chambres stériles. Il y a le Flumobile, c'est ma première chambre stérile. En fait, c'est un lit et tout autour, il y a des lames en plastique. Et entre le lit et les lames, on peut mettre une chaise maximum, pas plus, c'est tout petit. Et il y a une soufflerie au-dessus du flux qui met les poussières au sol pour pas que je les inhale, pour pas que j'attrape un truc. Et la deuxième chambre, du coup, je suis resté sous Flumobile du 26 mai jusqu'à mi-juillet à peu près. Et après, c'est qu'une vraie chambre, il y a toujours la soufflerie, mais c'est plus grand, je peux marcher dans ma chambre, je peux marcher, c'est mieux que autour du lit, on pouvait même pas marcher, je pouvais rien faire du tout. Et sinon, il y avait une éducatrice qui venait, et aussi il y avait les clowns de l'association Le Rire Médecin qui venaient le mardi et le jeudi. Et sinon, il y avait une socio-esthéticienne, une prof de sport,
Il y avait une dame qui venait me faire du shiatsu. Si on est clown, tu posais la question, pourquoi? C'est qu'en fait, on a un petit grain peut-être quelque part. Et que même quand on est en personne, on dit des conneries. Et quand on est en personnage, ça n'a pas d'importance. Au contraire, c'est même drôle. En fait, ce qui est super, c'est ça. C'est quand tu es en clown, tu peux faire plein de choses qu'en fait, on ne peut pas faire dans la vie. Et là, on peut les faire. Voilà. Donc c'est ça qui est génial. Et ça fait rigoler. Nous, les premiers d'ailleurs. Une autre question? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Oh non, on a déjà un petit peu répondu. Oui. Ah ben ça, c'est de faire quelque chose qui est concret, immédiat. Hein? Et utile. Et voilà. On rencontre des gens, tout de suite, on fait des choses et tout de suite, on a le retour. Parce que souvent, comme comédien, quand on joue au théâtre, comme ça, on n'a pas le retour tout de suite. Après, on sait, là, c'est immédiat. C'est direct. C'est direct, ça marche ou ça marche pas. Ouais. Et dernière question, comment arrivez-vous à garder le moral face à certains difficiles, patients en souffrance? Très bonne question. Et c'est aussi la valeur de ce travail, je dirais. C'est-à-dire que, effectivement, tu as raison, il faut qu'on puisse rester up. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'être déprimé quand on travaille. Mais par contre, on a le droit d'avoir des émotions, etc. Donc la beauté de ce travail de clown, c'est qu'en fait, on va travailler avec nos émotions. Mais Jules, quand t'es revenu au lycée, ça a dû être un sacré truc pour toi. Bah, comment te dire, quand les médecins m'ont dit que je pourrais retourner au lycée, bah, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, ils m'ont dit qu'ils avaient jamais vu un élève aussi content de retourner en cours en fait. Mais je vais vous emmener voir Madame Robinet, elle vous donnera quelques explications. Bonjour Madame Robinet. Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le SAPAD? Alors le SAPAD, c'est le service d'assistance pédagogique à domicile. C'est une structure départementale qui existe dans tous les départements. C'est une structure qui est au service des élèves qui ont dans toute leur scolarité depuis la première année de maternelle jusqu'au baccalauréat des problèmes de santé, des problèmes de handicap, que ce soit accidentel, médical, et qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale. Les familles ou les établissements scolaires se mettent en lien avec cette structure. Alors dans le département d'Eure-et-Loir, celui que je connais puisque c'est dans l'Eure-et-Loir que nous sommes, il y a donc à sa tête le médecin scolaire et il y a une enseignante spécialisée. Les familles ou l'établissement scolaire font par internet, prennent contact avec le SAPAD par internet. Ils doivent juste remplir un petit formulaire très succinct. Et Madame le maître Lézin, qui est donc l'enseignante spécialisée sur l'Eure-et-Loir, se met en lien avec les familles, leur renvoie un formulaire plus détaillé que la famille doit doit faire remplir au médecin qui suit l'élève, ou le service hospitalier, puisque des fois les élèves sont à l'hôpital, et met en place avec l'établissement scolaire le soutien nécessaire pour l'élève pour que ne se rajoute pas au problème médical, au handicap, la difficulté scolaire. Donc c'est vraiment une continuité pédagogique. Ce qui nous plaît dans ce métier, moi personnellement, ce qui me plaît dans ce métier, c'est le relationnel professeur-élève qui est totalement différent d'un établissement. C'est de pouvoir faire beaucoup de diagnostic et de remédiation et de garder le lien pour les élèves avec leur établissement d'origine et autant que possible de faire en cours avec eux ce qui est fait dans leur établissement. Ce que disait Jeanne, c'est pour ça que Jeanne fait le lien avec l'établissement et nous met en contact avec les professeurs de nos élèves en établissement pour que nous, on puisse continuer à faire avec les élèves ce que leurs camarades font en classe. Et ça, c'est très important de garder ce lien. Bonjour, donc je suis intervenue au niveau du SAPAD pour permettre à Jules de suivre sa scolarité, en SVT particulièrement. Donc après avoir répondu à un ordre de mission de la directrice académique des services de l'éducation nationale, je me suis rendue au domicile de Jules pour des séances à peu près d'1 heure, pendant lesquelles on faisait un cours, on répondait aux questions des cours précédents. Donc on essayait de faire suivre aux élèves une scolarité normale, mais à leur domicile. Et quand on pouvait, Jules étant équipé d'un ordinateur, eh bien on pouvait aussi faire des manipulations qui étaient celles faites par les élèves en classe. Voilà, donc en respectant les règles sanitaires, le port du masque avant l'heure,
ce qui peut être parfois un petit peu déstabilisant, eh bien on arrive à faire suivre une scolarité convenable. Est-ce que c'est compliqué de donner des cours lors d'une hospitalisation ? Ça peut. C'est un peu comme les clowns, ce qu'ils te disaient tout à l'heure, c'est un état d'esprit aussi totalement différent quand on vient. Pour nous, c'est un petit peu différent parce que Jeanne et Caroline sont le filtre pour nous et nous donnent la liste. Par exemple, cet après-midi, je suis dans ce service. Jeanne a effectué la liste de mes élèves et ce sont des élèves qui sont suffisamment en forme pour travailler. Donc nous, on n'a pas, comme une équipe médicale, on n'a pas à gérer tout ce qui est souffrance, maladie, etc. La plupart du temps, je ne sais pas ce qu'ont mes élèves et je ne veux pas le savoir. On s'en tient, nous, à la matière, au cours, même si on peut développer une relation et discuter de sujets divers et variés. Mais voilà, les élèves auprès de qui nous intervenons sont des élèves qui sont suffisamment en forme pour travailler et on ne pense à rien d'autre. Voilà. Alors, c'est un service qui est complètement gratuit pour les familles. Donc ça, c'est super important, il faut que ça se sache. Et c'est quelque chose de très très simple, en tout cas pour les familles, parce que vous êtes, les parents sont déjà dans une inquiétude et une difficulté. Donc tout a été fait pour que les choses soient simples pour eux. Voilà. Et pouvez-vous, comment avez-vous suivi mon état de santé pendant mon année scolaire? Alors, ton état de santé, Jules, parce que quand même, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, oui, j'ai eu la chance d'être à CPE, parce que ici au lycée, on est 3 CPE, donc c'était pas forcément gagné d'avance que je sois toujours ta CPE, mais sur tous tes niveaux de classe, c'est moi qui étais ta CPE. Donc j'ai été en lien beaucoup avec ta maman, enfin beaucoup, quelques fois avec ta maman. C'est plutôt ta maman qu'appelée parce que face à la difficulté dans laquelle tu étais. Moi aussi, en tant que maman, j'évitais, si tu veux, de trop la solliciter, hein, entre voilà. Là. Donc j'avais des nouvelles par ta maman. Et puis j'ai eu aussi des nouvelles par la personne qui gérait justement l'enseignement à l'hôpital. Sans être trop intrusive. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 25 ans et je suis veilleuse de vie depuis 7 ans. Le don du sang et le don d'organes sont des sujets qui ont toujours été librement évoqués dans ma famille. Et naturellement, à mes 18 ans, je me suis inscrite sur le registre national des donneuses d'organes. C'est à cette occasion-là que j'ai entendu pour la première fois parler du don de moelle osseuse. En effet, dans l'enveloppe avec ma carte de donneur, il y avait des documents envoyés par l'agence de biomédecine qui parlaient de ce don. Il nous expliquait quel était le don de moelle osseuse, comment ça se faisait, qui étaient les destinataires et qui pouvaient être les donneurs. Et surtout, qu'il recherchait des donneurs. Ce jour-là, je m'y suis intéressée, mais j'ai pas franchi le cap. C'était trop nouveau pour moi et j'avais besoin d'y réfléchir. Et puis en mars 2014, quelques temps après, au cours de la semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse, il y avait un stand de l'agence de biomédecine qui s'était installé dans la faculté où j'étudiais. Avec une amie, on y a été. On était curieuses. Et puis, vu que j'avais eu les papiers auparavant, je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu d'approfondir le sujet. Ce jour-là, j'ai rencontré Sarah. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Une jeune fille de mon âge, qui avait été greffée quelques années plus tôt, grâce à un donneur anonyme, parce que personne dans sa famille n'était compatible avec elle. Je pense que je l'oublierai vraiment jamais. Et surtout, son discours m'a marqué. Elle nous disait que sans ce donneur anonyme, qui avait juste fait la démarche un jour de s'inscrire sur un registre, qui lui avait juste offert de l'espoir à elle et ses proches, c'est pas grand-chose de s'inscrire sur un registre. Mais elle nous a expliqué voilà, son ressenti quand on lui a dit qu'il y avait quelqu'un de compatible quelque part dans le monde. Quand on lui a dit qu'il était vraiment compatible à 100% et qu'il acceptait de donner. Elle nous a expliqué ce qu'elle avait ressenti ce jour-là, et surtout le fait qu'il lui avait offert une nouvelle vie. Ce simple don lui avait permis de vivre bien plus longtemps que ce qu'on lui avait annoncé initialement, et surtout vivre normalement. Plus de traitements, quasiment plus de médicaments, et une vie normale où la maladie était bannie du quotidien. Alors ce jour-là, en rentrant, avec mon ami, on s'est inscrit. On a franchi le cap. Moi aussi je voulais être cette chance. Je voulais pouvoir donner de l'espoir à une famille,
Je voulais pouvoir aider à sauver une vie. Et quelques mois plus tard, en août 2015, j'ai donné. J'ai été appelée, j'ai fait ce qu'il fallait, et à mon tour, j'ai contribué à sauver une vie. Et aujourd'hui, je suis plus que fière d'être veilleuse de vie. Je ne peux que remercier Sarah ce jour-là, de m'avoir parlé de son expérience, et je ne peux que inviter les autres à s'inscrire à leur tour. Bonne journée. C'est simple et non douloureux. Ils sont nombreux à attendre une grève et comptent sur vous. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know